En Guinée équatoriale, Ibrahim Boubacar Keïta prépare aujourd'hui aux festivités marquant le 47e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Dans un instant, le récit de nos envois spéciaux à Malabo. Crise du Nord, le gouvernement malien dans une logique d'apaisement. Il procédera à la levée de mandats d'arrêt internationaux lancés contre certains responsables des groupes armés. Parmi les personnes concernées, 6 députés. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, fera le point dans ce journal. Culture, musique, le maître d'une Ngoni de retour sur la scène nationale avec un nouvel album dans les bacs. Basekou Kouyaté a donné cette nuit un concert à l'Institut français de Bamako. Quelques tranches de cette soirée de dédicace avec Modibo. Soirée, ce sera en fin de journal. Et puis, un invité sur ce plateau, Ibrahim Ama, il est le gouverneur de la région de Mopti. Vous êtes là donc, monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, et c'est pour parler de cette catastrophe, le chavirement d'une pinasse allant de Mopti pour Tombouctou. Ça se passait à Koumbi, à quelques 3 kilomètres de Kona. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité ce soir donc sur notre chaîne. Direction d'abord Guinée équatoriale où séjourne depuis hier le président de la République. Ce samedi, à Malabo, la capitale, Ibrahim Boubacar Keïta a pris part à la 47e fête nationale de ce pays, aux côtés de son homologue équato-guinéen dont il est l'invité, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. Le récit de nos envois spéciaux, Aïlou Touré et Bourama Traoré. C'est au bord de la mer, sur un espace nouvellement aménagé, que la Guinée équatoriale a célébré le 45e anniversaire de son indépendance. Après 200 ans de colonisation de l'Espagne, ce pays d'Afrique centrale proclame son indépendance le 12 avril 1968. Pour la célébration de cette journée symbolique, 7 chefs d'État africains ont fait le déplacement de Malabo, au premier rang desquels le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est à 11h locales que le président équato-guinéen a fait son apparition à bord d'une voiture décapotable. Après les honneurs militaires, Teodoro Obiangema Basogo a rejoint ses homologues à la tribune officielle. À partir de là, ils ont suivi un imposant défilé. Dans la parade militaire, on pouvait voir les différents corps de l'armée équato-guinéenne. Il s'agit en l'occurrence des forces terrestres, la gendarmerie, la brigade mécanique, la marine et l'armée de l'air, le tout sous la note musicale de la fanfare nationale. Le défilé militaire a été suivi de celui des civils, notamment les différentes corporations du pays. Ce défilé aura été une démonstration de force. Sans les moyens, il ne peut y avoir une armée professionnelle et efficace. De quoi donner à réfléchir aux chefs d'État invités à cette cérémonie. La Guinée équatoriale est un petit pays d'Afrique centrale avec une population de moins d'1 million d'habitants. Sa principale ressource est le pétrole dont elle est le 3e producteur en Afrique subsaharienne. Oui, le président de la République qui poursuit donc sa visite en Guinée équatoriale. Il a rencontré hier après-midi la colonie malienne. Elle est forte là-bas de quelques 15 000 personnes. Une rencontre qui a permis à Ibrahim Boubacar Keïta et ses compatriotes d'échanger sur la situation du pays, notamment la crise sécuritaire, la réconciliation et la reconstruction. Nos envois spéciaux Aïlou Touré et Bourama Traoré que nous retrouvons. C'est dans un hôtel de Malabo que le président de la République a rencontré la colonie malienne. Une rencontre intermalienne qui a surtout abordé l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali. Nos compatriotes ont d'abord salué la brillante élection du président Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême. Ensuite, ils ont invité le chef de l'État à bâtir une armée disciplinée et bien équipée pour assurer la défense nationale. Enfin, les Maliens vivant en Guinée équatoriale ont exprimé à leurs interlocuteurs certaines de leurs préoccupations, au nombre desquelles l'accès à un terrain à usage commercial ici en Guinée équatoriale et des logements sociaux au pays. Pas de promesses immédiates du président Ibeka, mais il dit avoir pris bonne note. Au cours de cette rencontre avec ses compatriotes, le président de la République est revenu largement sur la situation sécuritaire au nord du Mali. Le numéro 1 malien s'est voulu très clair. Il n'y aura ni indépendance, ni autonomie, encore moins une fédération dans cette partie de notre pays, mais plutôt une décentralisation reçue pour prendre en compte les aspirations du peuple malien. Après cette mise au point, le chef de l'État a également évoqué les événements survenus à Kati il y a quelques jours.
Pour lui, il ne peut y avoir un pouvoir à deux têtes et il rappelle sa ferme volonté de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, le président Ibrahim Boubacar Keïta a invité nos compatriotes au respect strict des lois du pays d'accueil. Conditions sine qua non, dit-il, pour améliorer leurs conditions de séjour en Guinée équatoriale. Oui, ce communiqué du gouvernement de la République du Mali qui déclare avoir le regret d'informer l'opinion nationale du chavirement d'une pinasse allant de Mopti pour Tombouctou. Ça s'est passé à Koumbi, à 3 km de Konan. L'accident, dont la cause n'est pas encore connue, est survenu hier soir, vendredi 11 octobre 2013. C'était aux alentours de 20 heures. Bilan provisoire, 20 morts, plusieurs enfants. 23 portés disparus, 210 personnes rescapées. Les recherches continuent. Une enquête sera diligentée pour déterminer les causes de cet accident. À cette occasion, suite à cette catastrophe, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement présentent aux familles des disparus leurs condoléances attristées et encouragent les autorités régionales pour leur mobilisation et diligente. On vous l'a présenté au début du journal, M. Ibrahim Ama est le gouverneur de la région de Mopti. Bonsoir encore, Monsieur le gouverneur. Bonsoir, M. Diombélé. Et cet événement, donc, chez vous, hier soir, à Mopti. En effet, ça a été un triste événement. Dès l'annonce de la nouvelle, le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu aux environs de 22h30 sur les lieux de la catastrophe. Et avec les populations de Koubi, ils ont organisé l'intervention, et ce qui a permis de récupérer 20 corps. Et les recherches se poursuivent présentement sur les lieux pour trouver les corps des 23 disparus. Et donc je voudrais saisir cette occasion au nom des autorités régionales, de l'ensemble du gouvernement et du président de la République pour présenter nos condoléances attristées aux familles des disparus. Oui, les chavirements de finances, on en voit de temps en temps, mais avec un tel bilan, c'est une première. Avec un tel bilan, c'est vraiment exceptionnel. Il arrive quelques rares fois des chavirements portant sur 2-3 personnes, mais avec un tel bilan d'une quarantaine de personnes, en prenant en compte les disparus dont les corps sont en train d'être recherchés, c'est vraiment exceptionnel. Vous pensez déjà aux dispositions que vous allez prendre pour éviter de signer une situation pareille dans l'avenir, hein? Naturellement, très prochainement, nous allons organiser en concertation avec les transporteurs fluviaux une concertation pour prendre les dispositions, réglementer la circulation fluviale et le chargement des embarcations. Merci, Monsieur le gouverneur. La suite de cette édition, le Mali, toujours respectueux de l'accord de Ouagadougou signé avec les mouvements armés du Nord sur le règlement de la crise. Nous venons de l'apprendre. Le gouvernement procédera à la levée des mandats d'arrêt internationaux lancés contre certains responsables rebelles. Parmi eux, 6 députés. Une mesure d'assouplissement, certes, qui ne veut nullement dire l'arrêt de poursuites judiciaires contre les personnes reconnues coupables de crimes de guerre et de violation des droits humains. Là-dessus, les explications du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Ali Batili, est au micro de Boubacar Sissoko. Au début des événements du Nord, et à un moment où vraiment la situation était des plus inquiétantes, certaines personnes ont été identifiées comme étant les chefs politiques, les responsables politiques de ces mouvements, parmi lesquels 6 députés qui ont donc déserté l'Assemblée nationale pour aller se retrouver du côté des mouvements, et ils ont même été appelés à assumer des responsabilités dans les structures politiques, voire le gouvernement qu'ils avaient constitué. Et c'est à bon droit que, à l'époque, les autorités judiciaires ont, avec beaucoup de pertinence, lancé des mandats d'arrêt
contre eux. Cela paraissait naturel et n'importe qui l'aurait fait de la même manière. Depuis, les choses ont évolué, à la fois sur le terrain et politiquement. On est entré dans un cycle de négociations sous l'égide de la communauté internationale. Et pendant la transition, il y a eu ces négociations de Ouagadougou qui ont abouti à un accord. Mais s'il faut négocier avec eux, si c'est eux qui représentent les éléments politiques susceptibles de faire les démarches pour construire le retour à la paix, il faudrait créer les conditions dans lesquelles ils peuvent assumer ce rôle de négociateur. Et ça permet à la communauté internationale de veiller à ce que, tout simplement, les négociations soient conduites dans les conditions qu'il faut. Mais à cet égard, une chose a été clairement affirmée, j'allais dire réaffirmée, confirmée, hautement et sur tous les tons par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a dit, il est prêt à tout négocier, sauf l'intégrité territoriale du Mali. Il n'aimerait pas parler de séparation, il n'aimerait pas parler d'autonomie. Tout ce qu'il est capable de céder, ce serait dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation profitable à l'ensemble des régions du Mali. Lever le mandat, c'est restituer la liberté de mouvement, mais ce n'est pas exonérer ou dédouaner la personne des charges qui peuvent peser sur elle. Donc l'instruction continue, les enquêtes continuent. Et puis cette bonne nouvelle, le Mali qui a remporté cet après-midi l'afro-basket féminin de moins de 16 ans à Maputo, au Mozambique. En finale, les cadettes maliennes ont battu celles d'Égypte par le score de 62-61. C'est le 3e trophée consécutif du Mali dans cette compétition. À cette occasion, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son nom propre et celui du gouvernement malien, félicite les joueuses et leur encadrement pour ce sacre qui honore le monde sportif et l'ensemble du peuple malien. L'Espagne qui célèbre ce 12 octobre l'anniversaire de sa fête nationale. L'événement est marqué ici à Bamako par une réception à l'hôtel Radisson Blu, occasion pour Maliens et Espagnols d'évoquer les questions liées au développement durable, à la coopération entre les deux pays. Youssouf Diakité. La fête nationale d'Espagne est célébrée chaque année le 12 octobre et c'est depuis 1918. L'événement est marqué ici au Mali par plusieurs activités. L'Espagne félicite la nation malienne pour le retour sur le chemin de la démocratie et félicite l'ensemble de la société malienne pour son extraordinaire degré de maturité politique et du sens de responsabilité. L'Espagne félicite le nouveau président du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu un mandat clair et évident de la citoyenneté malienne. L'Espagne continuera à s'engager auprès du Mali dans cette nouvelle et prometteuse. L'Espagne est, avec un contingent de 110 effectifs militaires, le 2e contributeur à la mission EUTM pour la formation et le conseil des forces armées maliennes. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des organisations internationales accréditées au Mali. Témoignage de l'exemplarité de la coopération entre le Mali et l'Espagne. Face au drame récent de l'immigration clandestine et son cortège de morts, l'association malienne des expulsés s'insurge contre ce qu'elle appelle le silence des dirigeants du monde. Au cours d'une conférence tenue à son siège à Djilibougou, l'association a fait l'inventaire des politiques anti-migratoires élaborées au nord et appliquées au sud. Alucene Touré a suivi cette conférence. Voici son compte rendu.
Les événements survenus à Lampedusa le 3 octobre dernier interpellent la conscience collective et ramènent encore une fois la question de la migration au cœur de l'actualité brûlante. Nous, on dénonce d'abord les systèmes de la politique migratoire européenne qui aujourd'hui est en train de fermer la porte de l'Europe, qui a causé beaucoup de morts à Lampedusa et dans les îles Canaries. Aussi bien, la dénonciation va s'adresser à les États membres de l'Union africaine. Des causes de cette hécatombe, les activistes de l'AEM accusent les politiques européennes de surveillance des frontières mises en œuvre à travers le Frontex créé en 2004. Selon eux, plus de 18 000 personnes ont été tuées en moins de 20 ans, rien qu'en tentant de traverser la Méditerranée. L'AME compte dans les prochains jours mettre en place une politique de communication sur le sujet en relation avec l'AMDH et Amnesty International. La journée internationale de la fille était célébrée hier 11 octobre. Un rendez-vous marqué par le plan Mali, ici avec un point de presse à son siège. Au menu des échanges avec les journalistes, l'aide de plan Mali aux jeunes et familles lors de la crise, la marginalisation des filles, la campagne de protection et d'éducation lancée l'année dernière. Abdelkarim Kaba nous fait le point. L'éducation des jeunes et surtout des filles nous interpelle tous. De nos jours, les filles sont confrontées à beaucoup de difficultés, notamment la pauvreté, le mariage précoce ou forcé. Pour pallier à cela, Plan Mali dit avoir les moyens pour contribuer à l'amélioration de l'éducation d'une manière générale et celle des filles en particulier. Nous avons des axes. Nous avons l'axe accès, nous avons l'axe qualité et nous avons l'axe gouvernance. En termes d'accès, nous prévoyons de construire des structures aussi bien pour le préscolaire que pour le primaire, aussi bien pour le formel que pour le non formel. Pour cette campagne, il s'agit pour l'ONG internationale Plan Mali de donner à la fille le mécanisme nécessaire pour son éducation. C'est essentiellement deux choses. Ce que nous appelons retirer les obstacles ou bien montrer les obstacles, c'est parce que la femme, la jeune fille, dans la course avec le garçon, ça devient une course d'obstacles. C'est un peu comme si vous mettez les deux à courir les 100 mètres, le garçon il court sur 100 mètres plats, la fille a des haies. Alors ce que nous essayons de faire, c'est d'enlever ces haies pour qu'au moins il y ait une certaine parité dans la course. À travers sa campagne « Parce que je suis une fille », Plan Mali veut lutter contre l'inégalité des sexes en faisant la promotion des droits des filles. L'ambassade de la République populaire de Chine au Mali a remis un lot de vivres à la pouponnière de Bamako, c'était ce matin. Et la cérémonie était présidée par le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À ses côtés, le ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, Alpha Maïga. À la pouponnière de Bamako, ils sont près de 150 enfants dont l'âge est compris entre 0 et 20 ans. Tous des enfants vulnérables, abandonnés, orphelins de père ou de mère, entre autres. Ils reçoivent ainsi la visite des ministres en charge de la promotion de la femme, celui des affaires sociales et l'ambassadeur de la Chine au Mali. Ce dernier, lui, est venu les mains chargées de produits alimentaires. Le geste s'inscrit tout simplement dans le cadre de la 19e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La Chine a toujours été aux côtés du Mali. L'engagement de la Chine à accompagner et à soutenir le Mali pour un développement humain durable n'est plus à démontrer au regard des actes posés. Les enfants incarnent l'avenir d'un pays. Garantir une meilleure condition de vie et une bonne éducation aux enfants est l'un de nos souhaits sincères. Tendre la main, aider les démunis, transmettre le message de paix et de solidarité, c'est une vocation importante de la coopération sino-malienne. Une fête appelle une autre. Puisque c'est bientôt la fête de Tabaski ou la fête du mouton, les enfants de la pouponnière ont reçu 3 moutons pour l'événement. Sur les visages, c'est la joie. Absolument. Et puis cette autre action de solidarité du ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, elle était destinée aux familles des militaires victimes du conflit dans le nord du pays. Le don était essentiellement composé de denrées alimentaires. Sokona Kamisoko. Des céréales, du lait,
de l'huile, des pâtes alimentaires, du sucre. Voilà en substance la nature des dons offerts par le ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires aux familles des militaires victimes du conflit du Nord. En ce mois d'octobre dédié à la solidarité, nos pensées vont à ces hommes illustres qui, ayant œuvré jusqu'au sacrifice ultime, se sont élevés au rang de ceux que notre mémoire ne doit pas oublier. Au nom de l'ensemble des militaires, comme des rangs sous-officiers et officiers, et au nom des familles des militaires, je voudrais remercier le ministre du Travail et des Affaires humanitaires pour ce geste de solidarité. Cette donation s'adresse prioritairement aux familles de ceux que nous avons perdus, mais aussi aux familles des enfants blessés et tous ceux qui portent dans leur chair les séquelles de leur engagement sur le théâtre du Nord en particulier. Par cet acte, le gouvernement entend marquer sa reconnaissance éternelle aux vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur et contribuer au bien-être de nos forces armées et de sécurité. Une trentaine d'officiers et de sous-officiers des forces armées maliennes et de sécurité viennent de boucler une session de formation. Elle portait sur la gestion et la sécurisation des munitions. Fademba Keita. Selon les représentants du service des Nations Unies pour la lutte anti-mine, UNMAS, la plupart des explosions dans les magasins de dépôt de munitions sont dues à une erreur humaine. Une sécurisation efficiente des stocks permet de réduire les risques d'explosion accidentelle. C'est ce qui a emmené la hiérarchie militaire malienne à initier cette formation. Une session de 2 semaines sur la gestion et la sécurisation des munitions à l'intention de 30 officiers et sous-officiers des forces de défense et de sécurité du Mali. Cette série de formations a été organisée pour aider à la meilleure conservation des munitions. Elles doivent être dans des conditions de conservation telles à être prêtes à répondre quand on a besoin de les utiliser. Et c'est pour cela qu'il faut préparer des cadres capables de maîtriser l'ordre normal de leur emploi judicieux. Cette première phase, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place des mesures préventives, vise à lutter contre la prolifération des armes et leurs munitions à travers la sécurisation des stocks. Il y a plusieurs éléments. Il faut bien sûr que les éléments ont une bonne connaissance des munitions. Mais également il y a les aspects de gestion de l'infrastructure pour éviter les menaces du feu, le vol et l'entrée illégale à tel endroit. Nous sommes sérieusement armés maintenant pour gérer maintenant les munitions, et les stockages et la conservation et la sécurité maintenant des munitions. Précisons que l'UNMAS, ou le service des Nations Unies pour la lutte anti-mine, agit sous le couvert de la MINUSMA afin de réduire les risques causés par les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés. L'UNMAS est arrivé dans notre pays en janvier dernier. De cette date à ce jour, plus de 60 cadres des forces armées maliennes et de sécurité ont été formés en techniques de manipulation, de détection, de neutralisation et de destruction des engins explosifs. Direction Gao, où les forces armées et de sécurité poursuivent leur opération de recherche et de neutralisation des dispositifs installés par les groupes rebelles. Après la localisation du site de lancement des roquettes à Batal par le Ditia Ilou, c'est au tour de l'échelon tactique interarmes communément appelé ETIA numéro 112 de découvrir d'autres explosifs très dangereux et quelque part entre Gao et Kidal, des engins de fabrication artisanale qui seront diagnostiqués et détruits par nos forces armées. Daouda Zoumana Traoré, correspondance. La récente attaque de Gao à l'arme lourde a fait mobiliser davantage les forces armées maliennes. Des jackpoints renforcés en hommes et en matériel, l'intensification des patrouilles tout autour de la ville et l'exploitation des renseignements issus de la bonne collaboration avec la population de Gao. Le tout cumulé donne chaque jour des résultats qui diminuent la force des terroristes. C'est dans ce cadre que l'ETIA numéro 112 a découvert un explosif artisanal entre Gao et Kidal. L'engin en question était posé à quelques mètres de la route pour nuire et aux véhicules et aux passants. Nous avons envoyé à intensifier les patrouilles dans la ville de Gao et environ. Donc c'est ainsi qu'une de nos patrouilles, l'ETA 72, a eu à découvrir un dispositif de piégeage ce matin à quelques 11 km de la ville de Gao, du côté nord. Ces genres d'engins servent juste à piéger ou à commettre des attentats.
tels que les véhicules piégés ou même embarqués sur une moto et essayer de s'encastrer dans un dispositif afin de commettre des dégâts. Pour le moment, les forces armées maliennes ne savent ni l'auteur ni le but exact de cet acte malveillant, mais elles sont déterminées à pousser les diagnostics nécessaires pour en savoir plus. En tout cas, les patrouilles seront le quotidien de la population de Gao et les environnants jusqu'à ce que les terroristes soient vaincus définitivement, nous confie le lieutenant-colonel Kassoum Goïta. Neutraliser les terroristes et leur armement, processus qui se poursuit allègrement pour la pacification, qui devient d'ailleurs une réalité là-bas à Gao. Et c'est dans ce contexte qu'un millier de déplacés en provenance de Saint-Tomignan et Mopti sont attendus dans les tout prochains jours. Cela se passe dans le cadre du projet dénommé He-Ougei, retour à la maison, ça veut dire comme ça, en Sorail, et qui est d'ailleurs le fruit d'un partenariat entre Inde Tiers-Monde et Caritas Mali. Déjà hier, le processus était enclenché avec l'arrivée de 150 personnes. Ces premiers venus, tout comme ceux qui vont suivre, bénéficieront des mesures d'accompagnement pour leur insertion socio-économique. Au total, 900 déplacés sont concernés par le projet He-Ougei pour la région de Gao, parmi lesquels 150 viennent de déposer leurs valises dans la cité des Askia. Attendu à bord de 2 bus, c'est finalement un seul qui a été accueilli par les autorités de Gao aux environs de 10 heures. Le second serait tombé en panne à Douanza. Qu'à cela ne tienne, l'ambiance était bonne enfant, autorités et parents étaient tous là pour ce retour historique. Un plaisir pour eux-mêmes de retrouver leur maison, leurs biens, leurs champs. Et un plaisir pour nous parce qu'ils vont nous aider à ce que la région retrouve sa capacité économique d'avant les événements. Ça me plaît beaucoup parce que le jour où j'ai quitté Gao, il y a la guerre, il y a tout, il y a les moujao, tout. Mais maintenant, je suis venue, je suis très content, il n'y a rien. Ce projet, dont le coût est estimé à près de 356 millions de francs CFA pour les régions de Gao, de Tombouctou et du cercle de Douaza, est une synergie d'action entre Enda Tiers-Monde et son partenaire Caritas Mali. Il est exécuté en 2 phases. La première en cours consiste à conduire les déplacés jusqu'à leur lieu de résidence. Une fois ces populations vulnérables arrivées chez elles, on prendra des dispositions pour les insérer pour une insertion socio-économique à travers des cash for work dans le cadre de l'assainissement, des plantations d'arbres, des sécurisements, des fixations de dunes. Le projet He-Ougei prendra en charge 6 000 déplacés regroupés autour de 1 200 ménages en provenance de San, Tomignan et Mopti. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé était cette semaine en visite à Kidal. Il s'agissait pour le Dr Ibrahim Sossé d'identifier les besoins de la région en matière de santé, échanger avec le personnel soignant dans le but essentiel d'appuyer l'État malien dans la relance du système de santé. Le représentant de l'OMS a mis à profit cette visite pour faire un don de kits contre le paludisme et d'autres maladies. Un reportage de Timoko Sagara. Cette visite du représentant de l'Organisation mondiale de la santé vise à encourager les travailleurs des services de la santé de Kidal, connaître les besoins les plus importants en matière de santé et appuyer l'État dans la relance du système de santé compte tenu des événements qu'a vécu la 8e région administrative du Mali. C'est pourquoi Dr Ibrahim Sossé n'est pas venu à Kidal les mains vides. Il a remis à la direction régionale de la santé de Kidal 14 cartons contenant des kits contre la malaria, des antidiarrhéiques, des glucosés et des lactés. À la rencontre avec les travailleurs du centre de santé de référence, les échanges ont porté essentiellement sur les priorités du secteur de santé, l'état des infrastructures, les soins préventifs et curatifs. Nous avons besoin ici de chirurgiens, nous avons besoin d'ophtalmologues et beaucoup de spécialités qui ne sont pas présentes. Et vous savez, nous avons besoin de médicaments parce que nous sommes en train de travailler avec la gratuité. Le représentant de l'OMS a ensuite visité les locaux du centre de santé de référence, ainsi du bloc administratif à la maternité en passant par la pharmacie, le bloc opératoire et la salle d'hospitalisation. Le constat est le même. J'ai trouvé une équipe très engagée, donc
qui est au travail malgré les difficultés. Pour les autorités régionales présentes à Kidal, cette visite est d'une importance capitale pour la région car elle a permis à la structure mondiale de santé de constater de visu les conditions de travail de l'administration en général et des structures socio-sanitaires de Kidal en particulier. Direction la 5e région avec une rencontre d'information et de sensibilisation sur les élections législatives qui a regroupé ce matin au gouvernorat de Mopti les membres de la commission régionale d'organisation élargie aux membres du cadre de concertation, les chefs de services régionaux et la société civile. Jules Sambou-Sissoko. Après des élections présidentielles bien réussies, voici venir les préparatifs des législatives du 24 novembre et 15 décembre prochains. Scrutin pour lequel la dynamique suscitée par le précédent ne doit point faiblir. Partage d'informations, sensibilisation de tous les acteurs, mais et surtout l'implication accrue des uns et des autres. Nous avons ce qu'on appelle un cadre de concertation et c'est ce cadre de concertation qui vient de se réunir ce matin pour faire le point des préparatifs et informer largement l'ensemble des responsables régionaux. Et nous avons dit que l'effort doit se poursuivre, la mobilisation doit se poursuivre pour que cette fois-ci nous puissions, pour ces élections législatives de proximité encore, on puisse dépasser les taux des présidentielles. Le cadre s'y prêtait bien pour évoquer certaines préoccupations relatives aux élections de proximité. Le bon éclairage de l'administration n'a pas manqué. Par rapport au transfert, nous avons donné des précisions. Il s'agit d'une opération spéciale de transfert d'électeurs qui voudraient changer de lieu de vote. Les conditions dans lesquelles ce transfert peut se faire et la période qui a été consacrée par le gouvernement à cela, c'est-à-dire du 15 au 30 octobre. Les participants sont retournés avec à l'esprit une invite à rester mobilisés pour le renforcement de l'exercice démocratique par l'organisation d'élections législatives propres, justes et crédibles. Toujours dans le cadre des élections législatives, la région de Sikasso se mobilise également. Le chef de l'exécutif régional a rencontré hier les chefs des services régionaux, représentants et des partis politiques et de la société civile. Au menu de la rencontre, le point de l'organisation, les informations relatives à l'opération spéciale de transfert et autres dispositions pour la réussite du scrutin. Sekou Konaté. Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire le point de l'organisation des élections législatives 2013, dont le premier tour est prévu pour le 24 novembre. Et le présent cadre de concertation se tient à quelques heures seulement après la date limite des dépôts des listes des candidatures. L'organisation matérielle, ça va, tout le matériel est déjà en place. En réalité, il y a quelques recompléments que le département a déjà programmés. C'est-à-dire ce qui a pu être gâté. Sinon, le matériel est en place. Maintenant, les documents électoraux suivants, conformément au chronogramme, viendront au bon moment. Pour le moment, on n'a vraiment pas de problème d'organisation matérielle. En région de Sikasso, on enregistre 61 listes de candidatures, 26 émanant des partis politiques, 32 des groupements de partis politiques et 3 listes d'indépendants, soit 213 candidats, parmi lesquels figurent 25 femmes pour 25 sièges. Un appel à toute la population de la région, à tous les électeurs, pour qu'ils se mobilisent encore comme on l'a fait au présidentiel. La rencontre a également été l'occasion d'informer l'assistance sur la révision spéciale, mais également sur l'opération spéciale de transfert qui se tiendra du 15 au 31 octobre. La lutte contre la mouche CC et les trypanosomiases animales en 3e région dans les cercles de Kadiolo et Sikasso va atteindre sa vitesse de croisière. Le comité de surveillance du projet destiné à cette lutte a tenu jeudi dernier sa 2e session. À l'ordre du jour, l'évaluation du niveau des mises en œuvre des recommandations de la première session, le niveau d'exécution du budget et la programmation des activités à mener. Là-dessus, nous retrouvons la correspondance de Sekou Konaté. Il s'agissait au cours de cette 2e session du comité de surveillance du projet TCP Mali, appuyé à la lutte contre la mouche TC et la trypanosomose animale dans les cercles de Sikasso et Kadiolo, d'évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations de la première session, l'exécution du budget et la programmation des activités pour la 2e phase. On a tenu 6 ateliers, des ateliers régionaux et communaux d'information et de sensibilisation au niveau de la zone du projet.
dans toutes les communes du projet. On a également mis en place tous les comités villageois dans 348 villages. Face à ces résultats, il convient d'accentuer la lutte sur le terrain pour endiguer ce fléau qui fait payer un lourd tribut aux populations animales, mais aussi à la population humaine. Au Mali, 3 espèces de glossines infestent le territoire national sur une superficie estimée à 240 000 km². De ce fait, près de 3 millions de bovins et 2,5 millions de personnes sont exposées au risque de la maladie. Une menace réelle pour le cheptel. L'éradication de la mouche tsetse en Afrique en général et au Mali en particulier est un défi à relever. Elle constitue de nos jours une préoccupation majeure du gouvernement du Mali et de ses différents partenaires. Pour assurer la pérennisation des actions à entreprendre, le projet envisage la création et le fonctionnement correct des comités villageois de lutte constitués d'éleveurs et d'agro-éleveurs. A rappeler que 12 communes des secteurs de Sikasso et Kadiolo sont concernées par cette offensive. Un nouvel équipement agricole est désormais entre les mains des riziculteurs à Ségou. La société coopérative des artisans forgerons de l'Office du Niger, Socafon, en partenariat avec Africa Rice et l'UR, vient de fabriquer un prototype de moissonneuse batteuse. Test concluant pour ce nouveau matériel de travail qui était déjà hier dans les rizières à Nyono, à Maïguéré au Baradolo, est allé voir. Le prototype réalisé est une moissonneuse couplée d'une batteuse. Sa construction répond aux besoins récurrents des producteurs agricoles pour pallier au déficit crucial de main-d'œuvre pendant la récolte. Nous voulons toujours participer au renforcement des capacités des différents acteurs de la chaîne de valeur du riz en Afrique. C'est pourquoi nous avons organisé dans le cadre du projet AGDI, ici, cette formation des artisans au Mali pour la construction de ce matériel. La création de cette machine a consisté à l'adaptation à nos réalités du prototype importé pour environ 4 millions de francs CFA. C'est une machine qui a 2 rôles, c'est-à-dire elle fauche, elle bat de façon simultanée. C'est ça qui fait l'avantage. 12 artisans des secteurs du Moins-Bani, de l'Office Rimopti, du réseau Socafon et un ingénieur en machinisme agricole de l'IR ont pris part aux travaux de construction de cette mini moissonneuse batteuse. Africa Rice, l'Institut d'économie rurale et la Socafon viennent de poser l'un des premiers actes dans la réduction des contraintes à la production du riz, à l'amélioration de la qualité et de la compétitivité du riz local sur le marché, en vue de maximiser la création de la valeur ajoutée. Cette mini-moissonneuse batteuse survient après la création successive de motoculteurs grand format, de mini-tracteurs, de botteleuses semi-motorisées, de mini-rizeries et de la chaîne de conditionnement des semences agricoles. Le directeur régional de la recherche agronomique et le directeur de la zone Office du Niger de Nyono ont salué le partenariat avec Socafon et Africa Rice avant le test en terrain réel. En 5e région, la coopérative des pêcheurs de Komio dans la commune rurale de Borondougou, il vient de procéder à la pêche de l'unité piscicole du village de Komio. L'événement s'inscrit dans le cadre des activités de promotion de la pisciculture initiée par le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger, Yacouba Maïga. Cette pêche collective de l'unité piscicole de Komio dans la commune rurale de Borondougou a concerné 7 étangs piscicoles d'une superficie globale de 2000 m². Leur empoisonnement est intervenu il y a environ 9 mois avec 14 000 alevins d'espèces clarias ou silures dont les poids moyens à l'empoisonnement étaient de 14 grammes. Quand on a fait les étangs piscicoles, c'est ici qu'on a commencé. Et on a commencé avec un premier modèle où on n'a pas eu une satisfaction. Donc maintenant on a apporté un autre modèle pour permettre aux communautés de tirer les leçons. En 9 mois d'activité, la coopérative des pêcheurs de Komio, bénéficiaire du présent projet, a pu se tirer d'affaire malgré quelques perturbations constatées ça et là à cause de la crise sécuritaire. À la capture, les pêcheurs ont récolté des quantités importantes de poissons avec des poids qui varient entre 185 grammes et 700 grammes par individu. Et cette expérience reste une expérience bien évidemment qu'il faut capitaliser pour se dire que nous pouvons réaliser des étangs piscicoles pour améliorer la sécurité alimentaire, le niveau de sécurité alimentaire et ne pas seulement nous attendre
aux collectes de poissons dans les fleuves. L'unité piscicole de Komio, faut-il le rappeler, a été réalisée en 2011 dans le cadre du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger-Padine, financé par le Royaume des Pays-Bas et exécuté par Care International au Mali. 25 millions de francs CFA, c'est le montant qui sera investi par la MINUSMA en termes d'achat de carburant pour booster la campagne agricole à Tombouctou. Les coopératives agricoles bénéficiaires sont celles de Daï, Amadia et Koriomé. Ici, les problèmes sont liés au non-paiement de la redevance eau, à l'insuffisance d'engrais et de gazole et surtout à la vétusté de certaines machines des stations de pompage. Adama Jimde. La plaine rizicole de Daï, Koriomé et Amadia de Tombouctou est un potentiel agricole de près de 1560 hectares pour 2600 exploitants. Elle constitue le grenier de la cité des 333 saints. Le gouverneur de région s'y est rendu pour superviser la campagne en cours. Derrière l'état apparemment satisfaisant de ces champs se dresse tout un chapelet de difficultés. Les intrants agricoles, principalement le problème de carburant qui tient la première ligne, qu'il faut tout de suite que nous prenions les dispositions pour répondre en tout cas à ces difficultés. Deuxième niveau, les engrais. Et à un troisième niveau, c'est la vétusté des machines. Il faut les entretenir. Par rapport au paiement de la redevance eau, les paysans ont leur propre lecture de la chose. Les paysans ne parviennent pas à payer la redevance parce qu'on a eu 2 ans presque où on était occupé par des djihadistes, des narcotrafiquants qui nous ont posé assez d'énormes problèmes. Et c'est ce qui a fait qu'on n'arrive même pas à subvenir à nos besoins, à plus forte raison, payer une redevance. La mission a aussi visité les stations de pompage qui souffrent de la vétusté des machines et de l'insuffisance en carburant. Afin de pallier ces contraintes, la MINUSMA a promis 25 millions de francs CFA, ce qui donne espoir à l'encadrement quant à la réussite de la campagne. Globalement, on peut dire que la situation est moyenne. Vu tous les problèmes qui avaient été évoqués au démarrage de cette campagne, qui a vu d'abord une crue vraiment tardive, et les efforts qui ont été faits en matière d'appui en engrais, en carburant, etc. Moi, j'ai de l'espoir encore. Je pense que ça peut aller. Pour les responsables des coopératives, cette visite des autorités sera un déclic par rapport à la prise en charge de leurs préoccupations. On a vraiment de l'espoir maintenant que le gouverneur même est venu voir nos problèmes. Nous pensons que nous aurons des solutions à nos problèmes. La réhabilitation des plaines est assurée par le projet d'appui au développement des plaines de Daï, Amadia et Koriomé. Direction l'autre bout du pays, en première région. Là-bas, la revue du programme d'appui aux secteurs sociaux de base a eu lieu. C'était hier donc dans la salle de conférence du gouvernorat. Les représentants de l'État, des collectivités et des ONG ont fait le bilan des activités menées par le projet au cours des 12 derniers mois afin de capitaliser les acquis. Parmi ces acquis, la facilitation de l'accès des communes aux services sociaux de base, éducation et santé. Mamadi Aliou Bari. Démarré en septembre 2012, le projet dénommé Programme d'appui aux activités des secteurs sociaux de base a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services sociaux de base relatifs à l'éducation et à la santé d'ici fin décembre 2013. Cette revue nous permet de faire le point de l'ensemble des activités qui avaient été programmées, qui ont été réalisées, afin de faire un bilan exhaustif, notamment en termes d'enseignement à tirer, et en nous appuyant sur les acquis, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer. Les acteurs de terrain, notamment les collectivités, les services déconcentrés de l'État et les ONG, se sont réunis pour capitaliser les acquis des différentes interventions, échanger sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme, mais aussi partager les bonnes pratiques, les stratégies innovantes dans l'exécution et les résultats attendus. Dans le cadre de cette revue, il me plaît de rappeler, entre autres acquis, l'augmentation du taux d'exécution des PDSEC des collectivités territoriales en lien avec les planifications sectorielles. L'amélioration de la qualité des services au niveau des services techniques. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, ce programme concerne l'amélioration de l'offre des services d'éducation, de santé, la lutte contre l'exclusion et la promotion de la femme. Il couvre 14 cercles des régions de Caï et de Kolikourou.
Pèlerinage à la Mecque, c'est demain dimanche 13 octobre que les pèlerins maliens et toutes filiales confondues se rendront à Mina pour la dernière étape des rituels du pèlerinage. Mais auparavant, ils ont effectué des visites de sites historiques à la Mecque. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Abdrahman Keita, Brahima Touré, Niaza Koulibaly, avec l'assistance de Belkodiko. Les sites historiques ainsi visités à la Mecque par les pèlerins maliens ont essentiellement un lien avec la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme le Jabal Saourou, la montagne qui lui a servi de cachette pour échapper aux populations païennes de la Mecque de l'époque. Le Jabal Saourou, c'est une grande colline qui se trouve à la Mecque ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à prêcher, à appeler les gens à adhérer l'islam, à appeler les mécréants à convertir d'être musulmans, à partir de là-bas, il a subi beaucoup de difficultés, notamment avec ses proches parents d'ailleurs. Donc avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit de quitter la Mecque pour aller faire ce travail à Médine. Mais en allant là-bas, les mécréants, on l'a suivi pour le tuer. Donc Jabal Saour, qu'on a parlé, s'est caché aux yeux des mécréants. Il était avec Abu Bakr Siddiq, donc c'est ce qui explique notre ziara là-bas, parce que c'est en relation avec la vie du prophète et en relation avec les messages d'Allah et en relation avec l'épanouissement de l'islam. Pour faire remonter notre foi. Arafat, ça fait partie de ce lieu-là. C'est un lieu saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son dernier discours là-bas. Tout comme à Médine, la visite de ces sites vise non seulement le renforcement de la connaissance de l'histoire de l'islam, mais également le raffermissement de la foi du musulman, comme le mont que vous voyez derrière moi, appelé Jabal Nour, autrement dit le mont de la lumière ou le mont du savoir, au sommet duquel le premier verset du Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Merci Elhaj Niaza Koulibaly et bon pèlerinage à tous les pèlerins là-bas. Bassekou Kouyaté, le maître incontesté du Ngoni, regagne le Bercail après plusieurs semaines en tournée. Un retour marqué par un concert que l'artiste a donné hier soir à l'Institut français du Mali. L'occasion pour Bassekou de présenter au public malien son nouvel album. Ça s'appelle Djamako. L'album qui comporte 12 titres où tous les styles musicaux de notre pays sont représentés. Modibo Soirée, les messieurs culture de la rédaction ont assisté à ce spectacle de plus de 2 heures, riche en couleurs. Voici son compte rendu. Ce concert de Bassekou Kouyaté et son groupe Ngoniba boucle ainsi la première partie d'une tournée musicale internationale de 4 mois en Europe, en Asie et aux États-Unis d'Amérique. Après donc plus de 60 concerts à travers le monde, Bassekou retrouve les planches de l'Institut français du Mali. Une soirée mise à profit par ce Manitou de la musique traditionnelle malienne pour présenter à ses fans son dernier opus baptisé Djamako. Djamako parce que j'ai vu que on a toujours fait des biennales, tous les biennales, les semaines régionales, on a toujours fait ensemble depuis l'indépendance du Mali jusqu'à aujourd'hui. Djamako est un album qui parle d'amour, de paix et d'unité, mais aussi d'entente et de cohésion. Une production influencée par la crise qui a secoué le Mali. En somme, Djamako se veut un album message, un album comme réponse. Pourquoi on ne peut pas faire 4 sur table? On discute dans l'amiable, dans la démocratie, dans la diplomatie. Pourquoi avec les fusils? Pourquoi? Bon, moi je suis contre, c'est pourquoi j'ai fait un morceau de Djamako. Pour ce 3e album de sa carrière solo, Bassekou s'est fait entourer de nombreux invités prestigieux. Kassemadi Diabaté, Aïra Harvey, Soumana Tereta ou le bluesman américain Taj Mahal, ainsi que l'ensemble Ngoniba, composé en grande partie de sa famille avec comme lead vocal son épouse Ami Sako. À peine sorti, l'album Djamako a été gratifié du prix Afropop lors de l'Africa Festival Awards 2013 aux États-Unis d'Amérique. Après ce show à l'Institut français du Mali, Bassekou Kouyaté quitte Bamako dans quelques jours pour la 2e partie de sa tournée. Première escale, Marseille en France. Voilà, merci Modibo Soirée et avis donc aux Maliens de la diaspora de France et tous ceux qui aiment d'ailleurs
la musique malienne version Bassekou Kouyaté avec son Ngoni. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais l'info continue sur notre site, le www.ortm.ml. Inch'Allah, on se retrouve demain à partir de midi et ce sera pour Actu Hebdo, 2 universitaires chercheurs qui seront donc sur notre plateau et l'on parlera du plan machiavélique qui était ourdi par les terroristes contre notre pays, plan qui a d'ailleurs foiré. Ce sera juste avant le 13h dimanche qui vous sera livré par Asset Ibrahim Aïga et à 20h vous retrouverez Amara Malé Diallo. Merci et bon week-end. Thank you.